Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver et en plus je suis en très bonne compagnie, je suis avec Farid. Bonjour Isabelle. Bonsoir Farid. Bonsoir. Content donc de la réouverture des boutiques. Est-ce que toi tu étais ouvert en fait pendant ces confinements? Oui, vu que tu étais une librairie. Voilà, on est devenu un commerce essentiel. Donc on a fait, on a résisté à notre manière en étant fermement ouvert et ouvertement fermé. Bon, voilà, on a quand même accueilli les personnes ici en prenant toutes les précautions utiles. Et oui, bien sûr qu'on est content de voir qu'il y a du monde dans les rues et que la vie reprend. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'idée de cette boutique? Elle représente quoi? Oh là là, alors c'est une librairie à l'origine, Lady Long Solo, mais bon, ça fait 25 ans qu'elle existe et c'est d'abord un comptoir des boutique presque. Presque, oui. C'est d'abord un comptoir des éditeurs indépendants, donc on retrouve d'abord les éditions d'Agorno, les éditions du Lézard autour de la politique des drogues, et puis des Esprits frappeurs qui sont des petits livres pas chers. Et après on a près de 80 éditeurs indépendants, et puis on a aussi des thématiques assez fortes et originales, principalement qui tournent autour des droits, des libertés et des drogues et des sexualités. Des drogues, c'est-à-dire quel genre de drogue? Ici, vous prenez un peu le cannabis ici quelque part, non? Ici, c'est le siège de Cannabis sans frontières que je représente. On a lancé la campagne des Européennes en 2009 ici. Et donc c'est le siège de Cannabis sans frontières, c'est comme je te le disais autour des éditions du Lézard, ça a été depuis l'origine, on va dire, un lieu où on trouve une information véridique sur la question des drogues. Et donc c'est un peu le principe, c'est d'essayer de présenter les drogues non pas sous un jour favorable, mais sous un jour véridique, en essayant de sortir, on va dire, des clichés et des idées reçues qui malheureusement continuent à perdurer. Et quand tu vois ce genre de trafic de cannabis, en finir avec la gangrène, t'en penses quoi? Ça fait longtemps qu'on dit ça, c'est-à-dire que le commerce illicite du cannabis, mais pas uniquement, la cocaïne, de l'héroïne et d'autres drogues, c'est une forme de gangrène dans la société parce que en fait c'est des drogues qui sont pas sous contrôle, en fait elles sont totalement libres sur le marché et ça crée des tas de situations qui aujourd'hui font que Marianne va faire sa une parce que il y a eu un policier assassiné en Avignon, parce qu'il y a eu depuis des mois, des années, des rixes entre quartiers, entre bandes pour des contrôles de territoire ou je ne sais quoi. Des décennies, c'est des décennies que ça se passe ces histoires. Ça a commencé il y a longtemps, c'est vrai, et maintenant aujourd'hui ça surgit de manière encore plus spectaculaire parce que ça a pris des proportions qui sont telles que il faudrait que les pouvoirs publics réagissent. Et donc c'est une bonne idée quelque part, cette idée de vouloir légaliser, parce qu'en ce moment il y a même des personnels, enfin je veux dire des députés donc du LRM qui veulent apporter ce genre de dossier, donc de plan. Donc je veux dire il y a peut-être une idée de changement parce que avec tous ces trafics, ça crée quand même, je veux dire une désolation aussi. Donc chez cette jeunesse, vu qu'il y a je veux dire des très jeunes qui sont concernés aujourd'hui, qui sont concernés voilà. Donc, France, on passe du guetteur je veux dire au gros bonnet, je veux dire c'est quand même c'est fatigant tout ça, je veux dire que ce soit que par rapport aux forces de police et même par rapport à il y a un côté un peu nos futurs. Nos futurs. Non, au contraire. Il faudrait changer cette logique et justement se faire un futur qui soit autrement que celui qui se dessine. Oui, mais est-ce que pas grâce à cette légalisation, c'est possible qu'il y ait un nouveau futur? Parce que mais c'est ce qu'on prône ici depuis longtemps, que la légalisation nous permettrait, par exemple, là, il y avait une manif de flics par rapport à leurs conditions de travail, la légalisation, ça leur permettrait sans doute d'améliorer leur
conditions de travail, parce que dans l'immédiat, la chasse à la boulette, la chasse aux petits fumeurs, la chasse aux petits usagers, ça sert à rien. En effet, c'est vider l'océan à la petite cuillère. Quand on regarde le trafic, on sait qu'il y a une hiérarchie et qu'il y a 100 000 petites mains qui en effet sont les proies de la répression policière, mais après on remonte et il y a 10 000 gros bonnets, comme tu les appelais, et au-delà de ça, il y a une pyramide de à peu près 1000 grands acteurs du trafic. Donc si on voulait vraiment lutter contre le trafic, on s'attaquerait plutôt aux 1000, ça serait peut-être plus simple que de s'attaquer aux centaines de milliers de personnes qui survivent en fait avec cette économie, parce que ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que quelque part cette économie parallèle, elle permet à certaines familles de survivre dans les quartiers. Voilà, ça il faut pas le nier. C'est pas que les histoires de on s'enrichit et puis on roule en Porsche et puis non, mais de toute manière, c'est des gens qui survivent. La question que je pose n'était pas de pointer, je veux dire, du doigt cette jeunesse qui quelque part, bien sûr, si on propose 100 € pour guetter une journée et quand ils voient leur mère bosser, je sais pas, par exemple, ou dans le nettoyage ou ailleurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un taf, ces jeunes, concrètement? Mais c'est pour ça que je reviens. Ils ont été déscolarisés, oui, mais avec ces trafics de drogue, c'est pour ça qu'on vient quelque part à cette question, en fait. Est-ce qu'il y a un avenir? Mais bien sûr. Voilà. Oui, mais parce que la légalisation devrait, comme ça se fait aujourd'hui dans certains États aux États-Unis. Donc la solution, ce serait la légalisation. Voilà. Mais il faut intégrer dans la légalisation le fait qu'elle doit bénéficier d'abord à ceux qui sont aujourd'hui les petites mains du trafic. Absolument. Il ne faut pas que ça soit des grands acteurs économiques qui viennent mettre la main sur le marché et que ça soit Carrefour ou Sony ou je ne sais quoi qui ait le droit de faire ce commerce. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision politique de la légalisation qui soit plus ancrée dans l'économie sociale et solidaire, dans renflouer justement les quartiers dits sensibles qui aujourd'hui sont la proie du trafic par une légalisation qui permettrait justement peut-être d'améliorer la convivialité puisque là aujourd'hui on voit que les situations sont un peu tendues. Après, il ne faut pas se leurrer. La légalisation du cannabis, ça ne réglera pas le problème du trafic de drogue. Il y aura toujours parce que je pense qu'il y aura une transition aussi. Il y aura toujours autant de petits bourgeois et de gens des catégories sociales supérieures pour prendre de la coke et il y aura malheureusement toujours des petites mains pour la fournir. Donc, de mon point de vue, il faudrait penser à une légalisation qui aille au-delà de la question du cannabis. Et poser très sérieusement la question de l'accès aux psychostimulants, l'accès à certaines drogues hallucinogènes comme le LSD. Et la différence entre légalisation et dépénalisation, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Concrètement, dépénaliser, c'est la première chose qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à penser qu'un simple usager de drogue doit risquer la prison parce qu'il a fait l'usage de telle ou telle drogue. D'accord. La légalisation, c'est, comme tu le rappelais tout à l'heure, des députés qui, dans l'hémicycle, au Parlement, vont faire la loi. Et là, avec la loi, on va définir un cadre. Et légaliser, c'est forcément définir un cadre. C'est définir un cadre de régulation par rapport au mode de production. C'est définir un cadre réglementaire par rapport à la distribution et la consommation. Et petit à petit, donc, on fait la loi. Légaliser, c'est faire la loi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, je veux dire, d'un pays où ça fonctionne, ou même aux États-Unis? Je pense qu'il y a des États qui ont commencé à faire ce chemin-là. Il y a le premier État qui a légalisé le cannabis, c'est l'Uruguay. L'Uruguay en Amérique latine. Ensuite, on suivi le Canada. Le Canada qui a... Et ça donne quoi? On a plutôt des résultats. Alors au Canada, c'est un peu particulier parce que il y a 8 provinces et donc il y a quasiment 8 modèles de légalisation puisque l'État fédéral a proposé, on va dire, un cadre général et ensuite chaque province a adapté ce cadre. Donc il y a des disparités et c'est très bien parce que dans peu de temps on aura justement des données qui nous permettront de comparer les effets de tel ou tel mode de régulation. Aux États-Unis, il y a une quinzaine d'États aujourd'hui qui ont légalisé avec aussi des démarches un peu différentes selon les États. Le dernier en date, c'est l'État de New York. Donc là tout à l'heure j'avais un coup de fil d'un ami qui est à New York et il me disait l'atmosphère a changé. Alors, c'est pas uniquement la défaite de Trump qui fait que l'atmosphère a changé à New York, mais il me disait, ça se sent. J'adore.
c'est plus l'odeur des fumées. Ça devait sentir très bon. Voilà. Mais ici, je sens pas d'odeur ici. Bah, on va y arriver peut-être. Bah, écoute, Farid, je te remercie infiniment. Donc, j'ai pas lu le Marianne, hein, okay. Mais a priori, c'est très bien qu'aujourd'hui les médias et les journalistes fassent leur travail pour vraiment sortir, encore une fois, des idées reçues et vraiment parler sérieusement du sujet, parce que il y a des urgences. En effet, tu parlais de la situation de ces jeunes, et c'est aussi par rapport à la situation économique, c'est plus largement la question sociale, et le fait d'ignorer, de continuer à jouer la politique de l'autruche, ça ne fait qu'empirer les choses. D'accord. Eh bien, merci Farid, je suis super ravie de ton accueil, et je dis à vous les amis, à bientôt pour la vidéo 6, donc #21 jours chrono. À bientôt. Ciao.